La ville originelle de Crépy-en-Valois se situe sur un éperon rocheux à l'est d'une plaine calcaire céréalière, appelée communément le plateau du Valois, dont les altitudes maximales et minimales sont respectivement d'environ 150 mètres et 70 mètres. Le plateau est lui-même plongé au cœur de massifs forestiers importants. La forêt de Compiègne au nord, la forêt de Retz à l'est, la forêt d'Alatte au nord-ouest et les forêts d'Ermenonville et de Chantilly à l'ouest. Du point de vue hydrologique, l'éperon de Crépy est entouré par deux petites rivières, le Ru des Taillandiers au nord et le Ru Sainte-Agathe au sud. Ces petits cours d'eau entaillent cependant profondément et de façon abrupte le plateau du Valois. On relève en effet une altitude de 95 mètres au niveau de la ville ancienne et de 70 mètres au niveau des vallées de ces rivières. Ce dénivelé abrupt de 25 mètres a été mis à profit au Moyen-Âge lors de la construction des enceintes fortifiées, notamment au sud-ouest de la ville. Les deux rues, malgré leur faible débit, sont à l'origine de zones marécageuses formant un obstacle à d'éventuels assiégeants. Ils se rejoignent immédiatement en aval de Crépy pour se jeter près de Duvy dans la rivière Sainte-Marie, affluent de l'Autonne, qui, à son tour, vient grossir l'Oise à Verberie. Cette configuration géographique d'un promontoire entouré par deux rivières est une position stratégique qui a très souvent été utilisée dans les temps anciens pour faciliter le système de défense d'une place, comme par exemple à Senlis, ville proche à l'ouest de Crépy, ou le plateau du Valois, entouré de l'Honnête au nord et de la Nonette au sud, vient se terminer selon une pente moins abrupte qu'à Crépy. Enfin, comme à Senlis, le calcaire du sous-sol de Crépy, très résistant à la compression, mais relativement aisé à travailler, a été utilisé comme élément de construction majeur dans tous les édifices d'importance, et on peut noter la présence de nombreuses caves gothiques sous les maisons du centre-ville, résultant des excavations des carrières locales sous le bâti. L'occupation du site de la ville de Crépy par les hommes est récente. En effet, si l'on remonte le temps jusqu'au début de la période néolithique, 4000 ans avant Jésus-Christ, les environs de la ville ont révélé une présence humaine, par exemple à Néry, où l'on a découvert des polissoirs pour affûter des haches de pierre. De même, vers 2500 avant Jésus-Christ, lorsqu'apparaît la culture mégalithique, les alentours de Crépy témoignent de cette culture par les menhirs des Indrolles en forêt d'Alatte, ainsi que celui de Borest et le dolmen de Chaman. Des sépultures collectives sont présentes autour de Crépy, à Aurouy, Feigneux et à Glaigne. Des cavernes sont retrouvées près de Crépy qui indiquent la présence d'occupants en ces temps reculés. Cependant, aucun indice archéologique issu de ces époques n'a pu être trouvé directement sur l'éperon rocheux de Crépy. Plus tard, les Gaulois, arrivés vers 400 avant Jésus-Christ, impriment de nombreuses traces archéologiques dans l'environnement immédiat de Crépy. Il semble que le vallon de Bouillant et de Jérém ait été utilisé comme un lieu de culte par ces derniers, près des sources situées à cet endroit. Après l'invasion de la Gaule en 52 avant Jésus-Christ par les légions de Jules César, les Romains établissent la Pax Romana, période prospère et pacifique, propice au développement de l'agriculture céréalière sur le plateau du Valois. Aujourd'hui, de nombreux villages d'origine gallo-romaine, tels que Duvy, Néry, Ducy, Trumilly, Rully et Aurouy, portent des noms terminés par la lettre Y, directement issus du suffixe latin iacum, qui signifie appartenance ou origine attachée au lieu désigné par le radical du mot. Cette toponymie, largement répandue sur le plateau du Valois, indique une présence gallo-romaine importante dans cette région, confirmée par l'existence de grandes exploitations agricoles. De nombreux objets d'origine gallo-romaine, dont des poteries, des tuiles et des monnaies, ont été découverts dans ces emplacements ou à leur proximité. Or, l'éperon de Crépy n'a jamais fourni de tels vestiges. Le nom de Crépy, qui comporte le suffixe Y, ne peut, à lui seul, expliquer une présence gallo-romaine sur le site. Par ailleurs, on note également qu'à cette époque, Crépy se situe à l'écart des grandes voies de circulation gallo-romaine, en particulier
la voie importante menant de Senlis à Trèves via Soissons, ultérieurement dénommée la chaussée Brunehaut, qui passe plus au nord de Crépy, près d'Aurouy, à Chanlieu, Campus Loci en latin, un site comportant de nombreux vestiges gallo-romains. Ainsi, la création de la ville de Crépy à cette période n'est pas non plus explicable par la présence de voies ou de carrefours importants sur son territoire. De cette période antique, le promontoire rocheux de Crépy lui-même n'a jamais directement témoigné, ni par l'archéologie, ni par la documentation d'un passé significatif. Tout au plus peut-on imaginer la présence d'une petite fortification romaine, mais sans agglomération d'importance, digne d'attirer l'attention des auteurs romains ou gallo-romains. L'urbanisation ultérieure de Crépy a peut-être empêché la mise en place de fouilles extensives qui auraient conduit à la découverte de vestiges antiques. Néanmoins, cet espoir est aujourd'hui très ténu. Il faut donc raisonnablement penser que l'origine de la ville est plus tardive, d'autant que les premiers documents fiables en notre possession sur l'éperon de Crépy datent du Xe siècle. Dès le IVe siècle, Saint-Rieul, ancien riche propriétaire terrien originaire de Rully, évangélise le Valois et il devient le premier évêque du diocèse de Senlis. Il est probable qu'une église dédiée à Saint-Martin fut créée dans les siècles suivants, à l'est de l'éperon de Crépy, près du rue des Taillandiers, à Bouillan, un lieu qui semble avoir été christianisé précocement. Dans son étude sur le culte de Saint-Martin dans le diocèse de Senlis, Michel Roblin indique que le nom de Bouillan est associé, comme dans beaucoup d'autres cas, à la présence d'une source à faible bouillon qui sourde près de l'église. Mais il précise que plus que la dédicace de l'église à Saint-Martin, la présence d'un habitat ancien et surtout le choix de l'église de Bouillan comme résidence secondaire de l'évêque de Senlis lors de ses tournées dans le diocèse sont des gages d'ancienneté de cette paroisse. Pour ce qui concerne l'ancienneté de l'habitat, il est intéressant de noter que 2 cimetières mérovingiens ont été découverts à la fin du XIXe siècle, l'un situé à Bouillan et l'autre sur le territoire de Mermont, sous la chapelle Sainte-Phrasie à Gérennes. La présence d'une vie et d'un lieu de culte remontant à la période mérovingienne en un endroit qui deviendra bien plus tard un faubourg de Crépy est donc hautement probable. Aujourd'hui, il ne reste rien du ou des édifices primitifs, oratoires ou églises, car l'église actuelle Saint-Martin, visible à Bouillan, est datée des XVe-XVIe siècles et répond à un style gothique flamboyant. Ainsi, l'éperon de Crépy proprement dit n'est pas directement concerné par cette présence humaine et rien ne permet d'affirmer qu'il fut occupé dès le haut Moyen-Âge. Un autre lieu, au sud-ouest de l'éperon de Crépy, a pu jouer le rôle de source de peuplement initial du rocher. En effet, selon l'abbé Carlier, historien célèbre du Valois, le roi Dagobert Ier aurait fondé au 7e siècle un monastère incluant hommes et femmes, localisé sur le flanc sud du rue Sainte-Agathe, l'autre cours d'eau insérant l'éperon de Crépy. Mais les vocations devenant très nombreuses, ce monastère fut scindé. Les moines restèrent à Sainte-Agathe, tandis que les moniales rejoignirent une abbaye bénédictine fondée à Jouarre en 635 par Colomban, le saint irlandais. Le schéma de création par le roi Dagobert Ier d'un monastère, incluant primitivement moines et moniales, suivi d'une scission en 2 établissements, avait déjà été utilisé par Carlier à propos de l'abbaye de Morienval, non loin de Crépy. Or, le premier historien autorisé par les moniales à consulter les archives de Morienval fut Jean Mamillon au XVIIe siècle, qui constata que le plus ancien diplôme du cartulaire de l'abbaye datait de 920. Quel crédit peut-on donc accorder à Carlier pour ce qui est de la date de création de Sainte-Agathe à Crépy? En faveur de la position de Carlier, on sait d'une part que jusqu'à la Révolution, il exista une grange près de Sainte-Agathe appelée la grange des Dames de Jouarre. On peut d'autre part supposer que la paroisse Sainte-Agathe aurait préexisté au château de Crépy, créé au XIe siècle, puisqu'elle s'étendait du val du rue Sainte-Agathe, au bourg du château, et jusqu'à Azemont, un village au nord de l'éperon.
Cette paroisse traversait donc de part en part l'aire du château et les habitants d'Azemont devaient traverser les valles des deux rues pour se rendre à l'office. Ceci est confirmé en 1162 par une bulle du pape Alexandre III qui attribue à l'église Sainte-Agathe le droit paroissial sur tout le château de Crépy. Mais la première mention certaine en notre possession de l'église Sainte-Agathe date de 1130 dans une bulle du pape Innocent II qui, réfugié en France du fait d'un schisme provoqué par l'élection de l'antipape Anaclet II, émet une bulle où Sainte-Agathe passe sous la coupe de l'abbaye Saint-Arnoul, le grand monastère de Crépy. La création de Sainte-Agathe est donc probablement antérieure au XIe siècle, mais la date exacte nous reste inconnue et le parrainage de Dagobert Ier demeure quant à lui invérifiable. Du point de vue démographique, la documentation ancienne nous apprend que très peu de personnes vivaient près de l'église Sainte-Agathe. On peut supposer qu'une population a probablement occupé le val du rue Sainte-Agathe, sans cependant atteindre les chiffres très importants formulés par Carlier. Aujourd'hui, aucune trace d'occupation humaine datant de l'époque mérovingienne n'a été repérée sur l'éperon de Crépy, à proximité de Sainte-Agathe. Comme pour Saint-Martin de Bouillan, il est donc peu probable que Sainte-Agathe fut, à l'époque mérovingienne, le point de fixation d'une population initiale qui colonisa ultérieurement l'éperon de Crépy. La dédicace de l'église à Sainte-Agathe, référence à une sainte ancienne, peut laisser supposer que l'église initiale aurait été construite au VIe siècle ou au VIIe siècle. Cependant, aucun élément tangible ne vient étayer cette affirmation. La date de construction réelle de l'église reste encore une énigme. Comme déjà évoqué, l'église Sainte-Agathe fut rattachée à l'abbaye Saint-Arnoul en 1162. Elle incluait donc un petit prieuré bénédictin avec un prieur et deux moines qui devaient s'acquitter d'une redevance annuelle de 4 livres envers l'abbaye Saint-Arnoul. Les représentations de l'église Sainte-Agathe, antérieures à la Révolution, sont relativement rares. Elles montrent un double chœur à chevet plat équipé de 2 triplets de fenêtres. La nef, comportant 5 travées, est d'une longueur totale estimée à environ 40 mètres. Le transept est relativement petit puisque sa longueur est estimée à environ 15 mètres. Une flèche octogonale avec 4 pyramides d'angle est posée sur la croisée du transept. Les bas-côtés n'auraient été couverts que par une charpente en bois. À l'examen des dessins anciens, les historiens conjecturent que l'église aurait été construite vers la fin du Xe siècle et remaniée vers les XVe et XVIe siècles. Lors de la Révolution, l'église Sainte-Agathe fut vendue comme bien national et démolie en 1794. Les restes de cette démolition furent vendus en 1814. Aujourd'hui, les seuls vestiges observables de l'église Sainte-Agathe sont 5 arcades du mur sud de la nef qui auraient été construites selon Dominique Vermand vers la fin du XVe siècle, ce qui rejoint les estimations des autres historiens. Comme on peut le constater sur la diapositive, l'église Sainte-Agathe et le château ducal sur l'Éperon se font face, séparés par le val du rue Sainte-Agathe. Au début du IXe siècle, Charlemagne mit en place un système de contrôle de son empire qui consista à diviser son vaste territoire en zones appelées pagus en latin, pays en français, dont il confia la gestion administrative, judiciaire et militaire à des comites, c'est-à-dire des comtes en français. Il envoyait régulièrement des missi dominici, les envoyés du maître, considérés comme des gens sages et craignant Dieu, pour enquêter sur la façon dont les comtes, mais également les évêques, abbés et abbesses se conduisaient dans ces pagus. Ce que nous appelons le Valois était dénommé à l'époque le Pagus Vadensis, dont le contour exact ne nous est pas réellement connu aujourd'hui. Les textes et actes carolingiens indiquent que seuls Morienval, Aurouy, les Éluates et Vèze faisaient partie de ce pagus de façon certaine. Un texte carolingien du début du Xe siècle, la translation de Saint-Arnoul, nous précise que Vèze s'appelait Vadodum, qui signifie le gué en français, et que le Pagus Vadensis était le pays dont Vèze avait donné le nom. Vèze jouait donc le rôle de capitale administrative de ce pagus où le comte résidait. Cependant, aucune mention de Crépy n'est trouvée dans ces textes et actes de cette époque. Du fait du mode de succession carolingien,
L'empire de Charlemagne fut démembré après sa mort puisqu'il fut divisé par le traité de Verdun en 843 en 3 royaumes appelés la Neustrie, qui deviendra la France, la Lotharingie et l'Austrasie, qui sera le noyau du Saint-Empire romain germanique, attribués à chacun de ses 3 petits-fils. En Neustrie, où se situait Crépy, une lente dilution de l'autorité royale fut observée. Cette dilution résultait des violences associées aux incursions permanentes des Vikings, mais également, après ces invasions, aux guerres locales entre les comtes, dont nombre d'entre eux étaient irascibles, turbulents, souvent cupides et avides de pouvoir. Maladroitement initialisé par Charles le Chauve en 877, dans le capitulaire de Quierzy, le délitement de l'autorité royale permit aux comtes de transformer leur territoire et leurs charges administratives révocables en propriétés héréditaires, marquant ainsi la naissance de la féodalité. Dans ces temps troubles, l'insécurité des populations était réelle et permanente. Les massacres et les pillages étaient fréquents. Situation dramatique, confirmée par un document émanant du synode tenu en 909 à Trolly, à proximité de Compiègne. Pour asseoir leur pouvoir local, les comtes devenus les seigneurs se devaient d'agir. Autour de points stratégiques regroupant leurs forces militaires, ils firent bâtir des enceintes à l'intérieur desquelles les populations pouvaient se réfugier en cas de nécessité. Ces fortifications primitives étaient en bois et elles étaient pourvues de buttes de terre avec des fossés pour empêcher la progression de l'assaillant. Le rocher de Crépy, offrant un site naturellement difficile à investir, on peut supposer que vers le IXe siècle, un comte du Pagus Vadensis le choisit pour construire un château primitif afin de mettre à l'abri les populations qui occupaient le val du rue Sainte-Agathe et probablement celles de Bouillan et de Gérême. C'est de ce regroupement permanent de la population locale près du château du Seigneur, nécessité par l'insécurité, que l'on peut envisager la naissance d'une agglomération sur l'éperon de Crépy. Un embryon de ville sur le promontoire de Crépy commence à se dessiner. Mais comment expliquer que la ville de Crépy, à l'écart des grands axes de circulation, ait pu perdurer pour parvenir jusqu'à nous? Nous verrons dans les livres 2 et 3 de cette série de diaporamas comment l'éperon de Crépy se transforma en une ville qui devint la capitale du Valois au Moyen Âge.